Francesco et Daniel, c'est Daniel qui est à la base de ça. Ça en jette, hein? Tiens, Bart, tant qu'on y est, t'as pu aller chez récupérer les meules finalement chez Pieck? Oui, ils sont déjà dans l'atelier. Hein. Depuis Okay. hier. Ouais. Super, ça va. Comme ça, on a une petite dette, il a une petite dette vis-à-vis de nous, donc c'est bien. Oui, c'est clair, c'est clair. On utilise ça comme ça. Bon, juste. Il manque notre banquier, puis c'est bon. Et Didier Brouillet. Et Didier qui est parti chercher Olivier. Non, c'est bon. Mais là, j'ai remis le son. Olivier va suivre à distance. Ok. Olivier suit comme vous en distanciel. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, le but du jeu, c'est comme pour le séminaire de Dirk. Donc là, aujourd'hui, Paul va parler plutôt de l'historique de la société, mais pas seulement. Et puis, déboucher sur les codifications et les termes généraux de nos codifications. Donc, comme vous le voyez, tous nos TC, Bart et Olivier et Gaëtan, je pense, sont en copie par Teams. Donc, de votre côté, si vous avez des questions, allumez votre micro et intervenez, il n'y a pas de souci. On y répondra en cours de route. Et voilà, normalement, on enregistre la réunion Teams, donc on verra après coup si ça marche. Donc, je vous ai partagé aussi notre présentation. Donc, voilà, Paul, à toi de jouer. C'est grand écran. Autant grand écran là, mais là, je sais pas. Sinon, tu regardes là. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter donc l'histoire de Diamant Bord, comment Diamant Bord est né, comment il a évolué, comment on est arrivé finalement à Altifort Bord. Alors, je ne suis pas historien, donc ce que je vais dire dans la première partie du cours n'est peut-être pas exact à 100%, mais enfin, ça représente quand même bien ce qui s'est passé au XIXe siècle. Donc, dans la seconde partie du XIXe siècle, on s'est mis à explorer l'Afrique de fond en comble parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités d'extraction de matières premières et qu'il y avait aussi une population facilement exploitable et gratuite. Alors, une de ces expéditions a été menée par un certain Stanley Morton pour le compte de Léopold II. Enfin, secrètement pour le compte de Léopold II. Parce que quand il est revenu de l'exploration de ce qui allait devenir le Congo belge, il a d'abord présenté, il a demandé aux Anglais si ça les intéresse. Et les Anglais ont refusé. Après, il est allé voir Léopold II qui, lui, a fait du lobbying, je vais dire, pour essayer d'obtenir ce territoire. Alors, si on voit la carte de l'Afrique, on constate en bleu les possessions françaises, en rose les possessions anglaises, quelques possessions portugaises établies depuis longtemps et quelques possessions italiennes. Par contre, tout le centre de l'Afrique était peu connu, difficile d'accès, et donc il y a eu un partage de l'Afrique à une conférence célèbre, qui est la conférence de Berlin en 1884, qui a duré 2 ans, donc presque aussi longtemps que la formation d'un gouvernement en Belgique. Et cette conférence a finalisé le partage de l'Afrique entre toute une série de nations, dont la Belgique. Alors la Belgique n'a pas reçu le Congo belge, c'est le roi Léopold II qui l'a reçu personnellement. Donc c'est un territoire de 2 500 000 km², donc 80 fois la Belgique. Tout ça dans les mains d'un seul bonhomme, c'est quand même un peu extraordinaire. Ce que Stanley Morton a dit à Léopold II, c'est qu'il y avait beaucoup de caoutchouc disponible dans ce pays
et que le caoutchouc était une matière première extrêmement recherchée à ce moment-là, puisqu'on commençait à fabriquer des pneumatiques en série. Donc, en 1892, on a commencé l'exploitation du caoutchouc avec maintenant toutes les exactions que l'on connaît, l'histoire des mains coupées, etc. Bon, en principe, je devrais parler du diamant et pas du caoutchouc, donc, puisque le caoutchouc est une matière, le diamant est une matière plus dure. Patience, nous y arrivons. Alors, il faut savoir que Léopold II n'a jamais mis un pied au Congo belge, il avait peur de tomber malade, mais il s'est bien entouré avec des gouverneurs et toute une série d'équipes de chercheurs britanniques. En effet, les seules voies d'accès à cette région venaient des pays anglophones voisins. Et donc, il a fait venir des mineurs, des minéralogistes, qui ont examiné une partie du Congo qui s'appelle le Haut-Katanga, et qui ont trouvé, entre autres, du cuivre, de l'étain, du cobalt, un peu plus tard de l'uranium, et encore un peu plus tard du diamant. Alors, le diamant, c'était des gisements assez importants, pas très profonds, donc facilement exploitables, mais 80% de ce diamant était de mauvaise qualité, impropre à la joaillerie. Et on a donné le nom de Bort à ce diamant impropre pour la joaillerie, qui serait en fait une contraction du mot bâtard. Alors là encore, les Anglais ont cherché à profiter de leur situation et ils ont créé une société qui travaille à la fois à Londres et à Bruxelles pour commencer l'exploitation de toutes ces richesses. Alors ça n'a pas trop fort plu aux Belges, qui à l'époque était quand même une puissance mondiale importante, la troisième après l'Angleterre et l'Allemagne, mais devant les États-Unis et la France. Et à force de manœuvres, ils ont réussi à chasser les Britanniques de toute exploitation minière au Congo. Alors, Léopold II s'est enrichi personnellement dans cette affaire, mais il a quand même laissé un pays criblé de dettes à son départ en 1908. En effet, en 1908, il vend le Congo belge à la Belgique. S'ensuit une période de prospérité, donc on commence à extraire les minéraux, on les fond sur place, notamment le cuivre, et donc la prospérité de la Belgique est assurée pour un bon moment. Mais patatras, en 1914, se passe la Première Guerre mondiale. Évidemment, le Congo se bat contre les Allemands au Cameroun, ce qui est maintenant le Rwanda et le Burundi. En 1917, les Allemands sont chassés de tous ces territoires et la Belgique peut encore s'agrandir de 2 pays supplémentaires. Et donc, après la guerre de 14, l'exploitation reprend et le Congo belge devient un pays prospère également. Alors maintenant, on va faire un bond de plusieurs milliers de kilomètres et on atterrit à la fin des années 30 en Russie. Alors qu'est-ce qui se passe en Russie? Il y a ce qu'on appelle les purges staliniennes qui commencent. C'est-à-dire que Staline va éliminer physiquement tous les intellectuels qui ne respectent pas la pensée communiste. Ça fait à peu près 2 millions de personnes quand même en 2 ans de temps. Donc il a tué plus de Russes que d'Allemands pendant la guerre de 40. Et une de ces victimes potentielles est un ingénieur métallurgiste qui fuit à temps et qui échappe donc aux purges et qui se retrouve à Bruxelles. Alors cet ingénieur, il a une idée en tête parce qu'il sait qu'au Congo belge, il y a des montagnes de cuivre qui sont inutilisables, irraffinables directement, et il y a aussi des montagnes de ce Bort dont on ne sait pas quoi faire. Et donc lui, il a l'idée de créer ce qu'on appelle les opérations de fritage, mélange de ces poudres avec du diamant pour faire des meules diamantées. Alors, comment est-ce qu'on faisait avant qu'on puisse friter les outils? Il faut savoir que la poudre de diamant, on a découvert la propriété abrasive de la poudre de diamant au XVe siècle, probablement en Bourgogne. Et donc jusqu'alors, le diamant était taillé sur des plateaux en fonte sur lesquels on mettait un abrasif libre avec de la pâte, ce qui permettait de rectifier donc le diamant de joaillerie. Une autre technique était d'enfoncer des diamants mécaniquement dans un disque en cuivre. Mais on comprend que cette technique n'était pas optimum au niveau de l'usure
et de la tenue de profil de l'outil. Donc notre ingénieur russe propose l'idée à la générale de Belgique, un certain Lambert Jadot, et la société Diamant Bord est donc fondée le 3 février 1937. Capital de départ, 5 personnes et 5 millions de francs belges, ce qui pour l'époque était quand même déjà considérable. Alors 37, on n'est pas loin de 40, et là il va se passer ce que tout le monde connaît. À ce moment-là, les Allemands ont déjà développé ce qu'on appelle le V-Diamant, donc comme du diamant, qui est un mélange de carbure de tungstène et de cobalt et qui confère un avantage certain en matière d'usinage par rapport aux aciers rapides qu'on utilisait encore ici. La Belgique prend alors 2 décisions importantes, puisque les troupes allemandes vont bientôt arriver à Bruxelles. Les stocks d'uranium du Congo sont expédiés aux États-Unis et les stocks de diamants industriels partiront vers l'Angleterre, via Dunkerque. Donc, alors, inutile de vous rappeler à quoi va servir l'uranium belge, puisqu'il fera partie de la première bombe atomique larguée en 1945. Le diamant industriel qui est envoyé en Angleterre va permettre la mise en œuvre de meules diamantées qui seront utilisées dans l'industrie aéronautique. Donc vous voyez là, à droite, le Spitfire, qui est un excellent avion dû principalement à la précision des pièces utilisées. Bon, après la guerre, tout le diamant revient chez nous et l'entreprise Diamant Bord croît rapidement. À ce moment, donc, le diamant est l'élément le plus parfait que l'on connaisse. D'abord, c'est le plus dur, c'est le meilleur isolant électrique, c'est le meilleur conducteur thermique et c'est le meilleur conducteur sonique connu. Un petit désavantage, c'est qu'il est cher. Alors, dans les années 50, on s'aperçoit que le diamant ne parvient pas à rectifier les aciers convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a une recombinaison chimique du diamant avec le fer et il y a ce qu'on appelle la graphitisation, c'est-à-dire que le diamant redevient un simple graphite inutilisable. Il y a une société américaine qui se penche sur le problème, General Electric pour ne pas la citer, et qui regarde sur la table de Mendeleïev qu'est-ce qui entoure le carbone. On voit que ces 2 éléments sont le bore et l'azote. Et donc après une série d'expériences, ils parviennent à créer un cristal qu'on va appeler le CBN, Cubic Boron Nitride, ou nitrure de bore cubique. Alors, le CBN est 2 fois moins dur que le diamant, mais il est encore 10 fois plus dur que les oxydes d'alumine et les carbures de silicium qui suivent. Et il ne se recombine pas avec le fer et donc permet de rectifier les aciers. Et donc, Diamant Bord continue son petit bonhomme de chemin. Et en 1962, on engage un ingénieur, M. René Laurent, dont la mission est de produire du diamant industriel à Bruxelles. Vous voyez en bas à droite le bâtiment Diamant Bord tel qu'il est actuellement encore présent, mais il sert à d'autres choses. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Diamant Bord a acheté toute la rue et avait pour but, au bout de la rue, donc de l'autre côté, dans le fond, de construire une tour avec un port pour hélicoptère sur la tour. Donc là, j'ai encore vu la maquette de ce bâtiment qui n'a jamais été construit en forêt. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu ici. Donc c'est des projets mégalomanes, évidemment, qui n'ont pas été réalisés parce que voilà, ça coûtait trop cher, à mon avis. Et puis le transport par hélicoptère à Bruxelles n'a jamais été vraiment un succès, donc ça aurait été une pure perte. Alors pour fabriquer du diamant industriel, on a besoin de avec des pressions assez conséquentes, 7000 tonnes par exemple. On a besoin de matrices avec des formes spéciales qui résistent à de hautes températures. Mais après quelques années d'essai, Diamant Bord a commencé à produire du diamant industriel. Donc ça a duré quelques années. Et puis la société de Beers qui nous fournissait du diamant, pratiquement en position de monopole, s'est aperçu qu'ils recevaient de moins en moins de commandes de la part de Diamant. Donc ils sont venus voir ce qui se passait à Forêt. Ils ont tiré des yeux comme des billes de loto, oui. Et ils ont exigé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont exigé le transfert ou la destruction de toute l'installation.
Diamant-Bord s'y est résolu, mais financièrement, ils s'y sont retrouvés puisque De Beers s'est investi dans la société. Ensuite, l'expansion reprend avec des acquisitions un peu partout dans le monde pour arriver à une situation culminante, je vais dire, juste avant l'affaire de la Générale, où on était à peu près 2250 collaborateurs de par le monde. Il y avait, en principe, à Bruxelles, on était à 1250. Alors, il y a eu la vente de la Générale, qui est donc Diamant-Bord est tombé dans le giron du groupe Suez, groupe français. Et à partir de ce moment-là, ça a été une lente déconstruction de toute l'usine. D'abord, on a commencé avec des business units, des outils pour la pierre, une pour les outils pour la construction, une pour le pétrole, une pour le minier, une pour le verre mécanique et une pour le contrôle et la vente de diamants. Et progressivement, c'est d'abord le pétrole qui a été vendu à des Suédois, ainsi que le minier. Nous avons été vendus en 1998 à la société Wendt. Et la société qui s'occupait donc de la commercialisation du diamant est devenue Custodiam. Et Pierre et Construction, eux, sont restés ensemble et ont continué à garder le nom Diamant-Bord. Plus tard, ils ont été rachetés par le groupe Husqvarna et se trouvent maintenant à Guilanguien, un peu plus loin chez nous. Il faut savoir que quand je parle d'acquisition, au début des années 80, un de nos directeurs avait été chargé de scouter la firme Wendt pour voir si c'était achetable. Il est revenu avec la conclusion: Wendt est trop petit, c'est pas intéressant pour nous. Voilà. Un visionnaire. Il a fait la même chose au Japon, donc c'était Asahi. Je trouvais ça trop petit aussi. Je ne vais pas citer son nom, parce qu'il est encore en activité dans d'autres entreprises. 2004, déménagement de Bruxelles à Nivelles. Je ne vous montre pas l'intérieur des bâtiments à Bruxelles, c'est histoire d'attraper un coup de cafard. Donc on était bien content d'arriver dans des nouveaux bâtiments ici. Ensuite, 2007, on est vendu au groupe Winterthur. Ce n'est pas les assurances, hein, donc ils étaient surtout connus pour des abrasifs conventionnels. Et en 2011, c'est plutôt 2012, je pense, on est devenu 3M, qui, on ne le savait pas encore, mais n'était intéressé en fait que par la partie conventionnelle de nos outils. Et donc, en 2018, ils ont annoncé la liquidation de l'entreprise en 2017. On a encore tenu un an pour satisfaire les clients. Et puis, on a été racheté sur le fil par le groupe Altifort pour former Altifort Port. Et puis, l'année passée, on est devenu Altifort Belgium SRL. Voilà, ça c'était l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui sont en visio, mettez Oui, votre une son, question, s'il vous plaît. Une question que j'ai, c'est quel était l'impact de tous ces achats des grands groupes internationaux sur la capacité de la société, c'est-à-dire est-ce qu'elle a plutôt subi au côté d'innovation et donc entre les années 80 jusqu'à aujourd'hui une capacité qui a diminué compte tenu sur sa capacité d'innovation? Quel était en fait l'impact sur l'innovation et les différentes évolutions des produits? Par exemple, le vitrifié, on ne l'a pas du tout, mais il y a des gens qui disent que pendant une période qu'on maîtrisait quand même au démarrage des vitrifiés la technologie, mais que ça a été transféré, etc. Alors moi, pour ce qui est vitrifié, j'ai retrouvé deux époques. La première, c'est déjà, je me demande si ce n'est pas fin des années 60. J'ai encore retrouvé des plans ici dans les archives où on voit des matrices pour me le vitrifier et des spécifications de liant pour me le vitrifier. Ensuite, je crois que c'est un peu tombé dans l'oubli. Et puis, fin des années 80, Jean-Luc Riffaut a repris la fabrication d'outils vitrifiés.
avec Chantal Mathieu et Jean Basilier. C'était une petite équipe et donc ça n'a jamais vraiment décollé. Et pourquoi? Il y avait aussi d'autres spécialistes. Il y avait un Luc, je ne sais plus comment. Oui, mais enfin, Ouais, c'était une petite équipe. Alors, pourquoi ça n'a pas redémarré? Je crois que Jean-Luc Riffaut a avoué plus tard qu'il avait sous-estimé et mal estimé la technique de fabrication qu'il avait mis en place. Et donc, c'était surtout des mails segmentés. On livrait, par exemple, chez Caterpillar. On a eu beaucoup de problèmes d'explosion de meules. Et donc, finalement, ça ne devenait plus rentable et on a arrêté avec ça. Surtout au moment où on a été racheté par Wendt, qui, eux, faisaient du vitrifié d'excellente qualité. Donc, ils nous ont pratiquement interdit de continuer à faire du vitrifié. Alors, je dis l'apogée du diamant bord au niveau technique, c'est le 1987-1988, juste avant le problème de la Générale. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le diamant qui coûtait cher dans un outil. La main-d'œuvre, c'était encore raisonnable. Donc, on a mis en route toute une série de techniques qui permettaient d'économiser un maximum de diamants dans le placement de la concrétion. Je pense aux compressions radiales, qui ont maintenant complètement ou presque complètement disparu et qui permettaient d'obtenir des meules avec un X très faible, mais avec des caractéristiques mécaniques excellentes. On pouvait, par exemple, mettre deux types de diamants ou deux concentrations différentes dans la même meule, bien séparées, ce qui est pratiquement plus possible de faire maintenant. Voilà. Donc, je dirais que techniquement, on a grimpé jusqu'en 1987-1988, et puis ça a fort diminué. Je parle surtout au niveau du verre mécanique. Pierre et construction sont toujours leaders, à mon avis, de par le monde. Merci, Paul. Voilà. Moi, j'ai une question. Niveau concurrence, tu parlais de 1980. C'était qui les premiers concurrents à cette époque-là? Oh, j'étais encore aux études. Non, mais ce n'est pas les gros groupes qu'on connaît. C'était Winter, notamment. Tyrolite, déjà. Je me demande si Evgen ne commençait pas déjà. Evgen commençait à... Alors, il y avait Trifus, Tesch, Noritake pour les vitrifiés, Wendt, forcément. Oui, donc une bonne... Voilà. Et en Belgique, on avait 2-3 petits concurrents, mais pas vraiment dangereux. Et Pas d'autres questions? Une autre question que j'ai, Caterpillar, c'est un client important à l'époque dans l'histoire ou pas? Oui, quand même. Hein. C'était un gros client à ce moment-là. Oui, oui. Oui, mais c'était pas plutôt Ega qui faisait les meules pour les ordonnages chez Caterpillar? Uniquement sur la raison. Je faisais des engrenages par licence. Oui, donc pour les engrenages, on ne les faisait pas ici. Donc la disparition de Caterpillar Goslis a eu un impact assez important dans la société sur ses chiffres mécaniques. Non. On avait déjà perdu Caterpillar avant. Oui. Petit à petit, on l'a perdu. Oui. Ah, ok, merci. Alors, un bon client en Belgique, c'était Anvers, pour la taille du diamant. Il y a une époque où on ne savait plus où mettre les plateaux lapidaires dans l'atelier, tellement on devait en fabriquer. Et puis tout ça, la fabrication, la taille du diamant de moins bonne qualité, enfin, tout ça est parti en Australie et en Inde, et on a tout perdu en un jour, ou presque. En Belgique, on ne taille plus que les diamants de classe 1, donc le petit diamant que vous achetez en bijouterie, ça n'a plus taillé en Anvers. D'autres questions? Deuxième partie, du coup, la codification. Donc, je crois que vous connaissez tous ce slide. Nous avons nos marchés qui sont le verre, les matériaux durs et les aciers. Vous voyez qu'on a créé un genre de tableur où en colonne on met les marchés.
Ensuite, vous voyez qu'il y a 4 types de liants, le liant galvanique, métallique, vitrifié mais qu'on ne produit pas ici, et résinoïde ou résine. Nous avons mis en ligne, les technologies. Alors, un point positif du rachat de Wendt, c'est qu'ils nous ont imposé une codification donc, que vous avez sous les yeux maintenant, puisqu'avant, lorsque nous étions diamant à bord, nous avions des numéros qui ne parlaient pas. Donc, quand on a été racheté par Wendt, on a dû faire un travail colossal de conversion d'items. Il y a eu des petites erreurs, ça c'est clair, on ne sait pas faire ça à 100% correctement, mais on a réessayé de suivre le tableau que vous avez sous les yeux. Donc, pour les matériaux durs et suivant la technologie, c'est A, B, C, D. Pour les aciers, c'est F, G, H. On ne prend pas le I parce qu'il peut porter à confusion avec le 1 en informatique. Donc, ça devient J directement. KLM pour le verre. PQR pour les autres matériaux. Là encore, on ne prend pas le O, toujours pour les mêmes raisons informatiques. Vous voyez que pour les matériaux durs, verre et autres, on n'utilise que du diamant, et pour les aciers, c'est le CBN. Et donc, quand on a un article codifié de cette façon-là sous les yeux, on sait tout de suite dire à qui on a affaire et pour quel marché il va servir. Les 2 Jésuites suivants représentent le type d'outil utilisé. Alors, il y a toute une série de numéros, ce n'est pas exhaustif comme liste ici. Il y a un document qui existe et qui est disponible sur réseau et qui vous donne l'ensemble des codes, avec chaque fois un plan associé et les codes géométriques qui s'y rapportent. C'est le document de Kylian Schmitt, c'est ça? Oui. Le gros machin. Ouais. Ah. Donc c'est très bien fait. Et dans les mois qui suivent, on va retaper sur le clou pour essayer de suivre un peu plus méticuleusement ce document. Le 4e digit qui permet d'un peu affiner la description géométrique de l'outil. Par exemple, on sait qu'une 10A, c'est une meule périphérique, mais suivant la 4e lettre qui suit, non, 10, c'est une meule périphérique par contre, et suivant la lettre qui est représentée dans le 4e digit, on sait si c'est une meule du type 1-1 ou 14-1 ou 3-1 ou 6-1. Le 5e digit indique le pays dans lequel l'outil est fabriqué, puisqu'effectivement, quand Wendt nous a racheté, ils avaient également des usines en Allemagne. Et donc B a été gardé pour la Belgique. Ensuite, il y a eu 2 exceptions. Pour un reprofilage, la lettre B est remplacée par la lettre H, et pour un regarnissage, la lettre B est remplacée par la lettre S. Dans le Cadel Blackstar 2, pour les distinguer des forêts monoblocs sur inox, la lettre B a été remplacée par la lettre N. Ce sont les 3 grandes exceptions. Enfin, les 5 derniers chiffres qui restent, c'est un nombre qui augmente de façon incrémentale. Alors, on va peut-être devoir bientôt changer son fusil d'épaule, parce qu'on est déjà à près de 78 000 items. Et vous voyez qu'avec ce genre de truc-là, on s'est allé jusqu'à 99 999. Donc, un de ces jours, il faudra quand même se pencher. Surtout que les numéros, pour le moment, on est à peu près au numéro 29 000 et une chic, c'est ça? 680. Oui. Et on a fait avec Ralph la liste des numéros libres restants et c'est pas gigantesque. Voilà. Il y a des questions? Donc c'est une introduction à la codification. Je n'ai pas voulu mettre le cours complet parce qu'alors on est encore parti pour 1 heure ou 2. Ça pourra faire l'objet d'un séminaire suivant. Ouais. Sur la codification, moi j'ai une question avant le test, parce que sinon je ne passe pas le test.
Une question, c'est que entre les codes FEPA et notre code codification de Wendt, pourquoi ça n'a pas été, comment je dis, corrélé quelque part entre les deux? Il y a une coloration dans le document dont j'ai parlé. Il y a le code Wendt qui est par exemple en 10A et il y a en annexe, il y a le code FEPA correspondant. Ok. Donc il y a un tableau de correspondance. Oui. Alors le problème qu'on a eu, c'est que Wendt ne faisait ni des meules concaves ni des forêts. Et donc là, on a dû trouver des codes. C'est nous qui leur avons imposé nos codes. Donc le L90A, qui est un forêt, Wendt ne connaissait pas ça. C'était une collaboration entre les deux usines pour que les deux gammes de produits se complètent finalement. Mais cette code, c'est le code qui est gravé sur notre pièce. C'est utilisé en interne, mais vis-à-vis du client, c'est aussi utilisé vis-à-vis du client ou c'est plutôt le code FEPA qu'on utilise en externe? Ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont habitués à travailler avec le code FEPA. Hein? Et les anciens clients Wendt, eux, se sont habitués au code Wendt. Oui, mais la question de fond reste pour moi. Pourquoi Wendt n'a pas utilisé la base de FEPA et est plutôt arrivé où c'est Wendt qui était avant FEPA? C'est ça la question. Le FEPA n'est pas très parlant si on ne connaît pas bien. Ici, avec le code Wendt, l'avantage, c'est qu'on sait tout de suite situer la meule. C'est vrai que normalement, c'est le code FEPA qui prime sur les autres. Hein. Ça a été fait au niveau européen de matière concernée avec tous les producteurs d'outils. Mais donc, Wendt a voulu jouer cavalier seul. C'est ça que je dis. Donc, on reste quelque part avec deux circuits parallèles en interne et chez nous aussi. Oui, tout à fait. Okay. Ce qu'on grave bien, c'est bien l'item, donc le code Wendt. On ne grave jamais, enfin je pense pas, hein, on ne grave jamais le code FEPA. Hein, non. Certainement, mais quand je regarde sur la communication de client, un client qui est bien formé, il est plutôt formé sur le code FEPA que sur notre code. Ça peut être mis dans la désignation. Bon, maintenant, une fois qu'il a commandé l'outil, s'il recommande, il va probablement utiliser le code Wendt. Oui. C'est ce que je vois dans les emails qui entrent au travers du site web, c'est plutôt la code Wendt qui nous donne comme référence que la code FEPA, bien évidemment. Ouais. Ok. Je sais que 3M préparait une troisième codification, mais on a été éjecté avant la mise en route de ce truc-là. Bon, moi j'ai une question au niveau du tableau là. Je vois nulle part les mails conventionnels là-dedans. Parce que maintenant, avec Drago, on voit quand même aussi les mails conventionnels aussi. Et pour la codification, je suppose que c'est toujours la lettre U au début. Non, c'est rien. C'est bien la lettre S aussi. Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas compléter ça? On peut le faire, oui. Mais alors, il faudrait créer comment dirais-je, une cinquième ligne. Oui. Là-haut, en fait, on prend leur item. Oui, toujours. Ouais. C'est l'exception ici. Hein. On demande leur item quand on veut passer une commande, ils nous envoient une offre sans item, on leur demande leur item et nous, leur item, on crée la désignation qui va avec, quoi. Ah ouais. On prend le leur. Et donc, on rentre les mesures qu'ils ont indiquées plus les steaks. Oui, on avait fait ça avec Slipnaxos aussi. Ouais. Le Drago, ça commence par A. Toujours. Ouais. Oui, donc. Avant, c'est vrai qu'on faisait toujours des 2B, mais ici, maintenant, ça fait. 2B, normalement, c'est demi-produit. Ouais. Juste. Ouais. En grosse partie, oui. Ouais. J'ai encore une question, Paul. Sur la codification de l'article, le numéro, la cinquième lettre qui est B pour Belgique, par exemple, est-ce que ce ne sera pas intéressant pour montrer les articles plutôt achetés et produisés à l'extérieur de chez nous?
par exemple, A de achat ou quelque chose comme ça. Dans l'article, on voit directement que ce n'est pas fabriqué chez nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, il y a des pour ou contre sur ça. Ça, c'est le statut. Parce qu'on pourrait avoir un article comme ceci, mais qui est peut-être fabriqué en Inde, tu vois. Et nous, on voit directement, avec la lettre derrière la codification de produits, on voit directement si c'est fait chez nous, oui ou non. Bon, je dirais qu'il y a quand même MFG Pro pour vous aider. Oui, on peut aller quand on va en détail, on le voit, ça c'est vrai. Avec le code acheté ou fabriqué, oui. C'est quand même fort dangereux de faire ça, il me semble. Si le Alors, si le client il brille, voilà, ça s'est acheté là-bas, ça s'est acheté dans tel pays, ça dans tel pays. Là, Le client, c'est le cas. Le client, il ne voit rien, sauf une lettre. Hein. Le client ne va rien savoir avec ça. Sauf s'il découvre que la lettre X veut dire achat ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est juste pour peut-être faire la différence entre fabrication chez nous et à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un avantage, c'est juste une question que je pose. Je dirais que ce qu'on achète aujourd'hui peut être fabriqué demain chez Altifort. Hein. Ben oui, on a le cas aujourd'hui. Possible aussi, oui. Non, mais peut-être. Ceratizid vient de commander 2 meules qui jusqu'à présent étaient achetés, mais qu'on sait parfaitement faire chez nous. Donc j'ai modifié l'article pour que, sans changer le numéro d'article, j'ai modifié toute la structure pour qu'on puisse le faire chez nous. Je ne suis pas chaud, Patrick. Je ne suis pas chaud. Non, ok, mais c'était juste une idée, non? Parce qu'on est parti pour 11 000 change item number. Hein. Ok. Et au niveau de chiffrage des articles, on a 5 chiffres. L'informatique ne leur permet pas de passer à 6 chiffres, je suppose. Non, mais on pourrait supprimer le B de Belgique. Hein, ah ouais. Et ne garder que H, S et N pour les 3 cas spéciaux. Et alors on gagne, là on est parti pour 999 000 items. Non. Ouais. Ok. Il faut essayer de rester avec 10 caractères. Ok. On pourrait rajouter un 6e chiffre à l'arrière, mais alors on va tomber sur des problèmes de gravage et des trucs pareils. Parce que les codes d'articles sont également introduits dans la graveuse laser, donc il faudra les tout changer là-dedans aussi. Donc. Ok. Pas d'autres questions? Oui, retourne une fois au tableau. Non. Oui, voilà. Donc il manque la lettre U là, qui est typique pour les DMR. Hein. Donc ça rejoint le séminaire de Dirk l'autre fois. Donc la boucle est bouclée par rapport à ça. Je suis curieux, Olivier, c'est quoi le prochain séminaire? Je ne sais pas, je dois réfléchir. Comment avancent les travaux dans ma maison? Oh là 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 là. Non, il faut qu'on en rediscute. Ok. Faut voir. Je comptais aussi voir un peu avec les TC s'il ne serait pas intéressant de commencer aussi à parler application par ligne ou autre. Donc, par exemple, là, justement, on a l'item L16TB. Bon, Bernard ne peut pas répondre à cette question, les autres, oui, parce que pour Bernard, je pense que c'est évident. Mais je pense que c'est aussi important qu'au-delà de tout ce qui est engineering, codification, production, on ait aussi une vue sur les applications. Donc, par exemple, semaine passée, avec Francesco, on est allé voir Erwin en atelier en lui montrant une vidéo de meule à fléter. Et on voyait que c'était vraiment... que ça faisait ultra plaisir à Erwin déjà de voir pourquoi il faisait ses meules. Et puis, il n'y a rien à faire, ça reste beaucoup plus parlant quand on voit vraiment l'outil travailler. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est vous recontacter tous et voir un peu s'il y a moyen d'avoir un petit planning par rapport à ça. Pour ton info, Olivier, simplement, il y a aussi Tony du Custodium dont j'ai parlé, qu'on fait des séminaires. Il est ouvert à l'idée, par exemple, de parler du diamant. Je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas. Mais Tony, par exemple, il est preneur pour parler 1 heure de diamant.
Génial, c'est moins de boulot pour moi parce que je compte faire ce séminaire-là, donc c'est parfait. Mais ça, je verrai avec lui alors éventuellement. Parce qu'il part à la retraite fin de l'année, et je dis ça sera quand même dommage que tu ne fais pas un séminaire chez nous. Il a dit c'est quoi les séminaires chez vous? Ensuite j'ai expliqué, il a dit mais je suis disponible, il est Olivier qui doit me demander et je le ferai. Parce que je pense que c'est quand même intéressant que si c'est Tony qui le fera, parce que c'est un extérieur certainement, mais je pense qu'il a quand même un bagage intéressant. Oui. Oui, tout à fait. Il va expliquer ça magnifiquement, il aime bien ça. Oui, il est très didactique, donc... Voilà, mais je l'ai dit qu'il doit le faire en deux parties, une partie pour les novices, et ensuite les parties pour les experts, que par exemple Yves Mialon, qui peut transpirer aussi un petit peu, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Ok. Ouais, non, ça va, je vais recontacter Tony aussi, alors. Et comme ça, parce que je sais que tu fais des travaux, mais si tu le délègues à lui, tu n'as rien à t'occuper de prestations et rien du tout, parce que je sais que ça prend du temps. Tu délègues à lui, dans un mois, il peut le faire, et comme ça, tu n'as pas le temps d'y mettre. Voilà. Oui, ça marche. Parce que moi, j'ai promis en contrepartie, comme ça, tu le sais, que l'historique que Paul a fait, qu'on va l'envoyer à eux, parce qu'ils sont preneurs aussi, bien sûr, d'une partie de l'historique. Ok. Du coup, l'item qu'on a là, qu'est-ce que c'est? Il est en plastique ou non? Ça, c'est pas marqué dedans. C'est un meuble métallique. C'est quoi? C'est une meule métallique? Oui, voilà, un meuble métallique. Meule métallique, ça c'est déjà une bonne réponse. Enfin, le reste. C'est fabriqué à Nivelles. Voilà. Oui. Et c'est pour le marché du verre. Et c'est pas nécessairement fabriqué à Nivelles, puisque... Non, c'est exact. On en achète certains à l'extérieur. Mais ça, c'est un vieil item aussi. Parce que c'est 1970, on nous a combien? Non, il est récent. Il est récent, il date de plus ou moins quand j'ai commencé ce truc, donc... Et du coup, si c'est moi qui l'ai fait, on se doute un peu aussi de la ligne. Et le T est là pour le profil trapèze, donc la partie géométrique. C'est exact. Et donc, par exemple, si vous avez un L16CB ou un L16TB, ça va pas être le même type de profil dans votre meule, donc pas le même type d'application. Et donc, c'est là que je trouve que ça peut être intéressant alors d'avoir le côté applicatif en plus, pour comprendre pourquoi un C devient un T dans certains cas, quoi. Mais donc voilà, là c'est l'exemple d'une meule concave avec un profil trapèze, donc verre plat. Si tu le dis, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En vrai ou en visio? Grand merci à Paul et aussi à Olivier, parce que je sais qu'Olivier, que tu as préparé les slides. Merci Paul, parce que c'est quand même intéressant, ces petites anecdotes, parce que par moment, ça peut être utile chez un client de parler d'une petite anecdote de la société aussi. On a eu le cas chez Arc l'année passée, quand ils ont vu le carton Altifo, il y a encore un nouveau fournisseur. Donnez-nous plutôt les meules diamant bord, ça c'était des bonnes meules. Alors, la partie était gagnée directement. Quoi. Et puis après, ils ont dit les meules 3M étaient quand même pas mauvaises non plus. Je peux vous donner une autre anecdote. Dans notre site web, presque 3/4 des gens qui nous cherchent sur Internet, c'est Board qui cherchent en fait. Ah ouais. 3/4 des gens, et aussi Francesco hier par exemple, ce sont des gens qui ont entré Wendboard comme critère de recherche. Donc, le passé compte. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas Diamond Board, ça je dois dire. Diamond Board, il est oublié quelque part dans les critères de recherche, mais c'est Wendboard ou Board, des combinaisons comme ça qui représentent 3/4 de nos recherches. Ça dépend de l'âge des interpellants. Moi, j'ai en tête Diamond Board. Toi, Francesco, tu es plus jeune. Il y en a beaucoup qui cherchent. Pardon? Pour le nom Diamant Bord n'existe plus officiellement, je pense. Seule la section pierre de Husqvarna peut encore mettre le logo Diamant Bord sur. Oui, mais le Diamant Bord, la marque Diamond Board est encore protégée par Husqvarna. Oui, mais la marque Board est plus protégée. Ah oui.
Ah, donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de la présentation ou pas? Oui, Oui, tout à fait. Ok. j'enverrai à tout le monde. Comme ça, on pourra réviser de temps en temps quand... Oui, mais ce qu'on va faire aussi, Francesco, c'est ce qu'on n'a pas fait malheureusement dans la présentation de Dirk, c'est qu'on l'a enregistré et ensuite on va le couper. On va mettre sur un YouTube privé, ce qui veut dire que vous pouvez toujours revoir et écouter l'histoire ou les différents séminaires. Mais c'est dans un YouTube privé, mais vous pouvez toujours partager ça avec un tiers. S'il a le bon lien, il peut le trouver, mais dans le moteur de recherche Google ou YouTube, le vidéo n'est pas public. Donc, D'accord. voilà. Bon, merci à tous. Oui, oui. Merci Paul, merci Olivier, merci à vous tous, bonne journée. Merci. Ouais, merci Paul. Bonne journée. Présentation, Paul, merci. Au revoir. Merci Paul, c'était vraiment très instructif. Franchement, Alors, hop. ça nous a permis